Bonjour, c'est Cécile Comics, et à l'occasion de la sortie en intégrale des épisodes de Todd McFarlane sur Spider-Man chez Panini, j'ai décidé de vous parler un petit peu de ma relation avec cet artiste, entre amour, haine, nostalgie et en même temps reconnaissance de son talent et de ses particularités. C'est l'occasion pour moi de revenir là-dessus à travers les commentaires de quelques pages clés de ces épisodes que moi j'ai en omnibus et en version originale. Alors déjà une petite précision, en fait cet omnibus qui est sorti aux États-Unis et qui regroupe le run de David Michelinie et Todd McFarlane, enfin en tout cas les épisodes qu'ils ont pu signer ensemble. Il n'y a pas que Todd McFarlane d'ailleurs dans cette série. C'est un peu sur le même modèle que celui qui va sortir un peu après, qui est sorti un petit peu après, avec Erik Larsen sur Spider-Man. Donc là on a vraiment l'arrivée de Todd McFarlane sur le titre, on va le voir avec les premiers épisodes, et donc on est sur Amazing Spider-Man 296 à 329. Donc si j'ai bien lu dans l'intégrale de Panini, c'est vraiment juste une partie de ces épisodes, plutôt la seconde partie je crois, puisqu'il y a déjà eu l'arrivée de Venom qui a été publiée dans les épisodes précédents de l'intégrale. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai une relation un peu compliquée avec Todd McFarlane? Parce que comme beaucoup de gens, je l'ai découvert à l'époque dans Strange, lorsqu'il est arrivé sur Spider-Man, et j'étais très fan. Alors juste à titre indicatif, c'est vrai que on avait les épisodes avant, vous aviez Alex Saviuk et Vince Coletta à l'ancrage, qui étaient vraiment des dessinateurs, on va dire, plus classiques, plus traditionnels de Spider-Man. Pas forcément le haut du panier, on n'était pas sur du John Romita junior ou senior, mais voilà, les épisodes, c'est des artistes qui faisaient le job. Et arrivé d'un coup sur cet épisode 298 avec Todd McFarlane au crayon, eh bien ça change complètement la donne sur plein d'aspects, et je vais en parler. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette découverte, elle a déjà été un peu faussée dès le départ, puisque ces premiers épisodes, ils ont été ancrés par Bob McLeod. Alors Bob McLeod, si pour vous situer un peu, c'est surtout c'est un dessinateur, c'est aussi un excellent encreur qui a été primé plusieurs fois, mais c'est un dessinateur que vous avez peut-être pu découvrir dans d'abord la mini-série et les premiers épisodes des Nouveaux Mutants qu'il avait signé avec Chris Claremont, et qui a un style, moi je trouve un style très classique mais très beau, en fait, avec notamment au niveau des visages de ses personnages. J'aime beaucoup la façon dont il design les visages, et on va le voir, notamment les nez des personnages. Clairement, sur ces premiers épisodes, je ne sais pas si c'est Todd McFarlane qui essaie de trouver un petit peu ses marques, ou si c'est Bob McLeod qui est arrivé avec un ancrage, finalement un ancrage, j'allais dire, de dessinateur, c'est-à-dire un ancrage qui va vraiment se superposer au style du dessinateur, en tout cas sur les crayonnés du dessinateur d'origine. Mais clairement, il y a tout un tas de choses où on ne va pas retrouver McFarlane tel qu'on va le connaître après. Et on peut trouver des petites choses, les mains par exemple, la forme des mains, ou typiquement voilà déjà des faciès, comme ici par exemple, qui sont déjà un petit peu, qui tirent déjà un petit peu sur la caricature. Mais on va voir que Bob McLeod va amener un peu une façon d'embellir, et notamment les visages. Vous voyez par exemple Peter ici, Mary Jane aussi va bénéficier de ça, particulièrement voilà, sur ces pages-là. On ne retrouve pas l'anatomie des visages, des yeux, de ce que va faire Todd McFarlane. On a l'impression qu'il n'a pas pu passer outre sur des personnages au visage un petit peu plus caricaturaux. En revanche, sur des personnages clés, finalement, on a l'impression que son style s'est un petit peu plus imposé. Donc je trouve que, même si on peut d'ores et déjà commencer à retrouver quelques caractéristiques du style de McFarlane, notamment un petit peu dans les poses de Spider-Man, on n'est pas encore là. D'autant plus que le costume est le costume noir intégral, et où là on voit que c'est très minimaliste dans l'approche. On n'a pas encore le détail que l'on va retrouver un petit peu plus tard. Donc il faut aller plutôt basculer sur les épisodes qui suivent, donc à partir du 300, où là McFarlane est aux commandes tout seul. Et là on va voir aussi que en tant qu'encreur il va évoluer. Déjà on voit que les visages, on est dans quelque chose de totalement différent. Là on retrouve ce que l'on va voir après, aimer ou pas aimer d'ailleurs, chez McFarlane, en termes de forme d'yeux, forme de nez, ces proportions de visage qui sont des fois un petit peu bordéliques, on va dire, et aussi cet ancrage au trait
qui va beaucoup varier en fait. Si vous avez regardé, notamment dans les Batman Chronicles qui sont sortis récemment dans les premiers épisodes, c'est un petit peu comme si de temps en temps il utilisait la plume, des fois il utilisait le stylo, c'est assez étrange. On passe de traits voilà, comme ça, très très fins, qui va être plus caractéristique de son ancrage plus tard, à des fois des traits beaucoup plus épais. Et je pense que peut-être que il se cherchait encore en tant qu'encreur. Aujourd'hui, je pense que je suis pas le plus grand fan de McFarlane en tant que dessinateur, mais par contre, je pense que c'est un très bon encreur en fait. Là, en l'occurrence, ça se voit pas encore. Cela étant dit, on constate quand même que en termes d'ancrage, il respecte effectivement beaucoup plus son propre style. Donc moi, c'est vraiment, par exemple, sur cette première page, où j'ai commencé à essayer à voir un petit peu ce qui allait être le style de McFarlane. Donc par exemple, là, on a déjà un petit peu les caractéristiques habituelles, à savoir une technologie un petit peu approximative, on va dire école Rob Liefeld en termes de design. Ça s'est amélioré un petit peu avec le temps, mais si vous avez vu Spawn, vous savez aussi que les premiers épisodes en termes de design de technologie d'armes, c'est pas tout à fait ça. On a ces visages effectivement un peu caricaturaux, et on a quand même quelque chose, une espèce de sens du dynamisme qui va vraiment, finalement pour moi, emporter tous les lecteurs, et c'est, je pense, un peu j'allais dire la grande entourloupe, même si c'est une qualité, mais ce qu'on pourrait considérer un peu comme la grande entourloupe de McFarlane, qui est devenue une superstar du dessin, avec clairement certaines choses qui sont pas aussi abouties que d'autres superstars de l'époque. Jim Lee évidemment, mais pas que. Marc Silvestri par exemple, ou Eric Larsen, je pense, sont bien supérieurs en termes de dessin ou parfois de storytelling, etc. Mais McFarlane a apporté des choses qui ont été extrêmement fondamentales, en tout cas qui étaient parfaitement adaptées à Spider-Man selon moi, et qui en plus derrière il a pu réinjecter ça et a légèrement le réinventer avec Spawn. Et c'est justement ces choses dont je vais essayer de vous parler. Alors évidemment c'est que mon analyse un petit peu de ce style, mais comme je vous le disais, j'étais très fan quand je l'ai découvert, et avec le temps, et avec la découverte de tout un tas d'autres artistes, j'ai commencé à être beaucoup plus critique, et je voulais comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui m'avait séduit à l'époque, et qu'est-ce qui fait que finalement, aujourd'hui, je ne peux pas l'encenser comme on pourrait le croire. Donc déjà, cet aspect dynamique, c'est fondamental, et on le voit déjà dans cette pose ici, là, cette pose de course, tous les personnages ont un angle et une posture qui est intéressante, et ici aussi dans les impacts c'est de la peinture je crois, dans ces impacts là il y a cette forme de dynamisme, même le déploiement du bouclier, il y a quelque chose, et c'est vraiment une des marques de fabrique de McFarlane qui va finalement parfaitement s'adapter à Spider-Man et aux poses. L'autre aspect aussi, c'est que finalement cette approche un petit peu détaillée, elle est intéressante. C'est-à-dire que à défaut de savoir tout bien dessiner, il a toujours pris un petit peu un soin de texturer son univers, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des vêtements, etc. Alors, encore une fois, je pense que là, il livrait pas encore son meilleur travail, sans doute parce qu'il y avait un rythme et que, mine de rien, il était dessinateur encreur d'une série mensuelle, donc il y avait sans doute un problème de délai. Mais j'ai commencé à apprécier en fait ce petit travail de trait en fait un petit peu permanent dans les visages, dans les décors, dans les textures. Et ça, c'était, je pense, un autre point, c'est qu'on avait l'impression qu'on commençait effectivement à rentrer dans cette génération de dessinateurs qui allait beaucoup plus travailler un ancrage avec, comme l'a fait Jim Lee, etc., beaucoup de traits, etc. Aujourd'hui, avec le recul, on peut considérer que c'était aussi un artifice qui surchargeait pas mal de dessins, que d'autres dessinateurs avant eux avaient réussi à faire du très détaillé tout en restant lisible. Mais je pense que c'était aussi une façon de définir un style de l'époque, de ce début des années 90, et d'apporter finalement une forme de modernité, en tout cas ce que l'on a caractérisé comme une forme de modernité dans les dessins dans les années 90, ce qui faisait qu'en fait, même si le style de McFarlane était finalement très différent de Jim Lee, de Marc Silvestri, etc., il y avait quand même une espèce de point commun à travers ce travail un petit peu sur les détails. L'autre point, je vous parlais du dynamisme, et en fait, en quoi ce dynamisme correspond parfaitement à Spider-Man, c'est tout simplement cet art de la pose, que ce soit ici
dans cette pose qui est finalement assez statique quand on la regarde, mais qui, par plein d'aspects, est extrêmement dynamique. Puisque vous avez à la fois la toile qui traverse ici, un bras qui lui aussi indique un mouvement. Donc on a finalement à la fois cet axe ici qui permet de montrer la tension de la toile, et en même temps le personnage lui qui est à l'horizontale et qui semble complètement flotter en fait, donc en apesanteur, et cet effet là extrêmement dynamique. L'autre point qui est connu de tout le monde, hein, c'est le fait que cette toile spaghetti, en fait très envahissante, tout le temps en mouvement autour de la main, on donne finalement à notre cerveau de lecteur une information qui est que elle est en plein déplacement, qu'elle s'enroule, qu'elle se déroule, etc. Et mine de rien, avoir systématiquement à l'image quelque chose qui semble en mouvement, en déplacement, contribue à cette sensation de dynamisme. Là encore, on va le retrouver dans les poses de Silver Sable, et c'est, je pense, un des points, on le retrouve ici dans cette scène de combat, mais justement, je pense que c'est là où ça devient intéressant aussi sur à la fois quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui fonctionne moins bien chez McFarlane. C'est que ce dynamisme-là, c'est un dynamisme des corps. C'est pas forcément un dynamisme du découpage. Et là, je crois que c'est presque un peu la limite. C'est que, en y regardant de plus près, j'ai eu l'impression, à la relecture de ces épisodes, mais aussi de trucs un petit peu plus récents, que finalement, McFarlane arrivait systématiquement à nous donner cette illusion de mouvement dans une case par la posture des corps, par la façon dont il les contorsionne, par la façon dont il travaille leur anatomie, quitte à les rendre effectivement totalement exagérés ou presque ridicules à certains moments. Mais pourtant, et là on le voit ici hein, dans cette planchette japonaise, la posture, la façon dont le corps de Spider-Man est courbé, la jambe de Silver Sable, on a vraiment cette idée de puissance de personnage qui est envoyé. Cela étant dit, je trouve qu'en fait le découpage en lui-même ne correspond pas à ça. On est sur finalement des cadres très stricts, certes qui épousent les postures, même si celle-là on voit qu'elle est un peu alambiquée quand même. Mais par exemple, ce cadrage est un peu étrange, la jambe elle est coupée au niveau du genou. Ici on a une espèce d'effet qui se voudrait un peu comme des speedlines, avec finalement des lignes à l'ancienne en fait, des lignes de vitesse à l'ancienne, alors on était quand même déjà dans une période où les mangas arrivaient aux États-Unis, où il y avait tout un tas d'éléments visuels qui a influencé même Frank Miller 10 ans avant, arrivait à rendre un certain dynamisme avec des effets comme ça beaucoup plus aboutis. Donc typiquement, là par exemple aussi on le voit, cette planche d'ailleurs qui n'était pas publiée dans le Strange si je me souviens bien, quand je l'ai vue je me suis dit bon, je leur en veux pas, elle est vraiment pas ouf. Mais voilà, que ce soit ici cette perspective, que ce soit cet impact, on va pas se mentir, la posture elle est quand même compliquée, mais c'est pas très dynamique il y a une illusion de dynamisme avec ces traits et d'impact, mais en vérité le cadrage ne contribue pas à ça, même se lancer en fait ici n'est pas très dynamique. Et pour autant, ce Spider-Man bondissant avec toujours ses bras dans un sens, d'ailleurs c'est souvent un truc caractéristique quand on le regarde, c'est que cette sensation elle vient aussi du fait que il n'est jamais dans des postures trop stables, c'est-à-dire qu'il y a toujours un bras dans un sens, l'autre à l'opposé, une jambe comme ci, une jambe comme ça et tout, ce qui fait qu'il a cette posture qui en elle-même du coup paraît à la fois inhumaine et en même temps toujours un peu dynamique. Sur cette page, c'est un bon exemple encore, hein. Alors ça c'est vraiment ce type de posture de Spider-Man totalement iconique, vous trouvez un t-shirt avec ça, c'est génial, c'est vraiment classe. Et on retrouve déjà aussi l'intelligence de McFarlane dans son découpage qui va fournir un effort notable sur le design de cette tour et puis après qui va s'abstenir de faire du décor et puis après juste faire une silhouette. C'est intelligent parce que en fait ça donne les informations qu'il faut sur la ville, ça permet quand même de placer beaucoup de bulles et ça évite de superposer des décors très complexes les uns sur les autres. Mais ici, là, par exemple, sur cette page, c'est là où on voit aussi l'autre grande qualité de McFarlane, c'est qu'il y a une notion finalement d'image iconique, en fait. Et alors ça va être le carton avec Spawn, parce que Spawn, en plus, propose des tas d'éléments graphiques, comme la cape, comme les chaînes, comme les pics, comme le jeu sur les ombres, qui vont lui permettre de composer à loisir des tas de poses ultra iconiques, extrêmement fortes. Et je trouve que là, vraiment, on a le début un petit peu de ce qu'il va faire après avec Spawn. Et encore une fois, cette
cette composition avec cette lune qui est extrêmement grande. C'était d'ailleurs un peu un cliché qu'on retrouvait aussi chez Jim Lee, avec des lunes tellement proches de la Terre qu'en fait elles devraient déchaîner les marées, mais qui avait ce côté extrêmement graphique, cette posture aussi en triangle qui va parfaitement en opposition du triangle de l'antenne, et puis cette toile qui vient remplir l'espace et qui continue en fait à donner une sensation de mouvement, parce que le personnage est statique, la lune est statique, mais la toile, elle semble portée par le vent, et donc ça donne toujours cette impression de dynamisme. Alors on va revenir un peu aussi sur les choses pour lesquelles j'aime moins McFarlane. En fait, je pense que McFarlane, c'est un très bon dessinateur de monstres. Je pense que c'est pas un bon dessinateur d'humains. C'est-à-dire que vous lui collez Hulk, vous lui collez Spawn, vous lui collez le Violator. Voilà, tout ce qui est un peu horrifique, monstrueux, déformé, je pense qu'il est excellent. Vous essayez de lui coller des personnages un peu classiques, on va dire. C'est-à-dire classique au sens où il va pas avoir la possibilité de forcer dans la caricature comme il va le faire, parce qu'il va dessiner des humains normaux après, pas des monstres, mais il va toujours essayer de les caricaturer un peu, que ce soit dans la corpulence, dans la largeur d'épaule, dans les formes pour les femmes de poitrine ou autre, dans des chevelures aussi ultra abondantes. La Mary Jane, pour l'instant, elle est un peu soft, après elle va avoir une chevelure incroyable. Donc il est capable, en fait, et on voit qu'il est peut-être plus à l'aise dans le fait de forcer le trait dans les designs, dans les visages, dans les silhouettes, plutôt que de respecter finalement un certain classicisme là-dessus. Et là, ça va donner du bon et du moins bon. C'est-à-dire que ça apporte une vraie originalité dans son style à l'époque, parce que vraiment on est très loin de Pérez, on est très loin de Buscema, on est très loin de Romita, etc. Et donc ça permet, je pense, de créer un effet d'originalité, de nouveauté, qui peut-être à l'époque était quelque chose dont on avait besoin en tant que lecteur, d'avoir finalement une approche un petit peu différente. Cela étant dit, ça fait aussi un parcours un peu chaotique au niveau des personnages, et on a souvent des phases où les personnages ne sont pas très beaux, et en plus n'ont pas toujours la même tête, parce que si vous regardez par exemple sur cette page-là, pareil, alors je sais pas si c'est lui qui ancre cette page-là, parce qu'elle est quand même très très différente après, mais il me semble que dans cet épisode-là, non, c'est pas lui qui l'ancre. Ouais, c'est Joe Rubinstein en fait, voilà, c'est ça. Parce qu'on voit tout de suite la différence dès que c'est plus lui qui s'ancre, c'est plus du tout le même délire. Joe Rubinstein, qui est un encreur assez classique, je me souviens avoir vu plus d'une fois son nom, mais je peux pas forcément dire qu'il fait partie des grands encreurs que j'aime suivre. Mais on voit tout de suite qu'on est dans une approche plus traditionnelle de l'ancrage de l'époque, et forcément, qu'est-ce qu'il fait ? Il va rattraper un peu les visages les visages de Peter, ici le nez, les yeux, et un petit peu plus tard, comme on l'a vu, le visage de Mary Jane. Et ça, c'est quand même assez immédiatement visible dans le style par exemple ici, typiquement c'est pas du tout comme ça que McFarlane fait le nez, et on sent que hop, des petites corrections qui sont amenées, même dans la façon de traiter la toile spaghetti, elle est beaucoup moins précise, beaucoup moins détaillée, les toiles sur le costume aussi sont un peu différentes. Cela étant dit, et là on revient avec un autre encreur, et donc une autre encore interprétation du style, et ça c'est aussi une autre question que je me pose en fait, c'était quelle était la qualité des crayonnés de McFarlane là-dessus. Je serais vraiment curieux de voir en fait, alors peut-être pas une artiste édition, mais en tout cas ces planches originales, parce qu'on a l'impression en fait que il y a beaucoup de place à l'interprétation pour les encreurs. Soit les encreurs y allaient, j'allais dire, avec carte blanche pour se superposer au style de l'artiste. Et là, effectivement, pas très cool, parce que voilà, c'est clairement beaucoup de visages sont légèrement, ou plus ou moins légèrement redessinés. Soit en fait, les crayonnés étaient tellement légers que ça laissait, ou en tout cas ça obligeait même l'encreur à se superposer, à improviser, ce qui peut arriver aussi quand vous avez des dessinateurs qui font des styles trop légers. Donc là, clairement aussi, cette variation fait que le McFarlane que l'on lit ici, ce n'est pas le McFarlane vraiment qu'on va apprécier lorsqu'il est son encreur. Et ça, je pense que ça change énormément de choses, parce que les défauts, finalement, ne sont pas aussi bien compensés, je trouve. C'est-à-dire que McFarlane arrive, je pense, par son ancrage, à faire un petit peu plus illusion, à apporter plus de détails, plus de texture, etc. Là où quand il est ancré par d'autres, comme je pense que son crayonné est plus léger, et du coup cette compensation n'arrive pas,
et on peut beaucoup plus facilement voir ses défauts. Cela étant dit, sur cette double page, on voit voilà, un petit précurseur de Spawn, hein, le personnage du Prowler, que vous avez pu voir aussi avec un design un petit peu différent dans le comics de Miles Morales, parce que c'est une autre version, si je me souviens bien. C'était pas un personnage que je connaissais à l'époque, mais je trouvais le look plutôt cool, et on voit déjà les jeux de cap ici, alors qu'il avait déjà un peu testé avec Batman, et puis qu'on retrouve ici, et qui commence à préfigurer Spawn, y compris au niveau du masque. Mais là encore, quand on regarde bien ces cases, on a un décor oui, qui est faussement détaillé, mais qui est vraiment composé d'un ensemble de traits très succincts. Il n'y a pas vraiment de volume, il n'y a pas de travail particulier sur les textures, c'est juste beaucoup de traits, beaucoup de traits, beaucoup de traits. D'ailleurs, quand vous regardez en détail, on a souvent ça en fait. Presque tout est caractérisé par un ensemble de traits. Voilà, le métal c'est comme ça, la corde c'est comme ça. On n'est pas forcément dans une recherche d'une caractérisation d'une certaine façon mais ça fonctionne. Voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que on a beau dire quand on pinaille un peu, regarder et se dire bah oui, c'est un peu, ça paraît un peu facile de systématiquement balancer du trait comme ici dans tous les sens. On ne sait pas si c'est des reflets, on ne sait pas si c'est de la saleté, c'est pas très clair. Mais pour autant, ça habille le dessin et ça donne à l'œil un côté assez agréable dans les détails. C'est un peu pareil au niveau des visages, je trouve notamment sur ce personnage. Dont le nom m'échappe, c'est Fox quelque chose, je crois. Black Fox, voilà, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça, Black Fox. Qui était un voleur assez âgé et où son visage, voilà, était bien texturé aussi. Les rides étaient marquées et je trouvais ça vraiment appréciable. Mais encore une fois, quand on regarde, qu'est-ce qui fonctionne dans cette case? Le dynamisme, systématiquement. La cape ici, qui donne un effet dynamique. Cette utilisation de la posture. Là, pour le coup, la profondeur, elle fonctionne parce que la posture en elle-même est travaillée en profondeur et en plus, on a la chaîne et la corde qui viennent rajouter à ce moment. On a ici la course et on a finalement aussi cette image iconique. Voilà. Avec un petit peu de mouvement donné par la posture. Mais globalement, si la lecture se fait sans aucun problème, en fait, on n'est pas dans une recherche, je trouve, d'une narration par l'image parfaitement aussi dynamique en fait que le souvenir que j'en avais par rapport à d'autres artistes qui ont un style, je trouve, beaucoup plus élaboré en termes de découpage. Mais voilà, pourquoi cette double page? Parce que c'est pour ça qu'on a acheté et qu'on attendait avec impatience Todd McFarlane. C'est pour ses poses. Et ça, c'est vrai que c'est un peu l'occasion et c'est un peu une façon vraiment de se régaler sur toutes ces poses multiples. Et il savait quand même pas mal les renouveler. Avec une petite utilisation de photos noir et blanc retravaillées, histoire de ne pas avoir redessiné un décor avec une perspective un peu chiante. Oui, c'est pas très grave. Allez, je le pardonne, Todd. Parce que finalement, la page, elle a de la gueule. Mais encore une fois, je pense que c'est ça aussi qui nous a un peu induit en erreur, on va dire. C'est que finalement, c'est un peu comme si on nous donnait du sucre, quoi. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'on ait un épisode avec 4-5 poses un peu cool comme ça. Et ben voilà. Et ben je pense que moi, j'ai le souvenir vraiment en tant que lecteur que bon, j'aimais beaucoup les scénarios de David Michelinie, mais je pense que mon exigence et mon attente en termes de dessin, bon, déjà à l'époque, dans les années 90, elle n'était pas très élevée. Mais c'est surtout qu'en fait, ça me donnait un peu mon petit rush d'adrénaline de voir ces poses extraordinaires que j'avais envie de recopier, de décalquer, de dessiner et tout, qui étaient pétées au niveau anatomie bien souvent, mais c'est pas grave, il y avait quelque chose, il y avait du mouvement et de l'originalité. Et finalement, ça a ouvert quelque chose aussi, parce que même si John Romita Senior et Junior restent pour moi et pas que d'ailleurs, il y a Ross Andru et d'autres artistes comme ça qui étaient capables de dessiner des poses assez extraordinaires sur Spider-Man. Il gardait toujours une espèce de crédibilité anatomique, et je trouve que McFarlane a fait péter ça en fait, et a fait rentrer le personnage presque dans une approche cartoonesque, presque slapstick un petit peu dans la façon de se contorsionner, qui a été reprise après par d'autres, et c'est pour ça que par exemple je suis très fan de Mark Bagley sur Spider-Man, parce que je trouve que c'est un excellent artiste déjà, et aussi un excellent artiste qui a su réussir à amener une certaine rigueur supplémentaire dans l'anatomie, tout en gardant un dynamisme et une variété des poses, peut-être moins exagérées que celle de McFarlane, mais pour moi en tout cas tout aussi dynamique, et qui en garde l'aspect insectoïde et un peu bizarre.
Là, je vous parlais tout à l'heure, encore une fois, de variété d'ancrage. Bah là, on a une épaisseur de trait qui est très importante par rapport à ce qu'on a vu. Je me suis posé la question de s'il il ancrait ça plutôt au rotring ou au feutre et tout, parce que ça ressemble davantage à ça. Il y a peu de pleins et déliés, on est vraiment dans du trait qui a un peu la même épaisseur. Ce qui peut aussi expliquer qu'il ait utilisé plein de techniques différentes d'ancrage pour respecter les délais aussi. Et là, on voit que c'est beaucoup plus détaillé. En fait, vraiment, que ce soit les traits ici, que ce soit dans le décor, que ce soit les textures de visage, on commence à retrouver un peu le McFarlane qu'on va voir après sur Spawn. Là encore, si on regarde cette page, juste en regardant cette double page, finalement, on se dit que ça, c'est un peu anecdotique. On n'est pas trop... C'est des cadrages assez basiques, il n'y a pas vraiment quelque chose, c'est plat. Les personnages sont soit de face, soit de côté. Pas très intéressant. Là, pas très intéressant, à part le petit effet ici de montage avec l'image entre deux. Voilà, ça, c'est un petit effet de montage presque cinématographique, je trouve pas déconnant. Mais ce qui retient l'œil, c'est la posture dynamique flottante ici, comme je vous ai montré avant, qui est j'ai un personnage bien statique, mais c'est tellement iconique et la toile fait le job pour le mouvement. Cet impact ici, vraiment surligné avec les détritus, là aussi une autre caractéristique de McFarlane, travailler sur beaucoup de gravats, de détritus, voilà, d'effets d'explosion, beaucoup de traits, etc., qui vont énormément apporter au dynamisme. Et donc effectivement, ces deux cases qui emportent. Donc on a presque l'impression de lire ça, et après de revenir un peu, et c'est là en ça où je trouve que son storytelling était parfois un petit peu compliqué. Donc voilà, encore une double page où on a un bon exemple d'un dynamisme qui est légèrement créé par quelques speedlines ici, par un impact, donc encore une fois, du gravat, de la destruction. Mais le découpage reste sage, 4 cases, avec cette petite originalité de contour de toile. Et puis ce côté, finalement, qui va marquer après les lecteurs de Spawn, hein, sur le côté horrifique dont je parlais, le côté appétence pour les monstres, avec un Spider-Man qui est plus inquiétant que jamais, avec une ombre, avec des doigts griffus, et puis cette apparition du Taskmaster qui est avec cette grande cape que McFarlane adore travailler, et travaille très bien d'ailleurs, et ce visage finalement plus inquiétant que le masque qu'il avait à l'origine, puisque là on a carrément l'impression que sa peau a fondu sur son crâne. Donc là c'était un autre exemple aussi de cas où je vous parlais de cette variété de l'ancrage. Et là je me suis posé la question si c'était un problème d'impression en fait, parce que clairement on a ici sur le décor des traits assez épais, comme si presque l'image avait été photocopiée et agrandie, parce que là on est vraiment sur une épaisseur de trait bien marquée, beaucoup plus épaisse que les gargouilles ici ou que Spider-Man. Et là à l'inverse, on perd vraiment, on a l'impression qu'en fait les traits sont extrêmement fins, presque faits à l'aiguille, et on perd ce même volume qu'on avait ici. Bon, on pardonnera le fait que le design de la gargouille n'est pas du tout le même, mais c'est pas grave. On va partir du principe qu'il s'est déplacé et que c'est une autre gargouille. C'est pas très grave. La page fonctionne, on a cette tête magnifique, parce que là aussi, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'entre le début, ces tout premiers Spider-Man, où en fait le visage de Spider-Man était quand même assez rond, vraiment, au fur et à mesure, ce qui va devenir une des marques, c'est à la fois les yeux qui vont perdre un petit peu cette forme et commencer à avoir des pointes un petit peu plus marquées, mais surtout cette mâchoire qui va devenir un petit peu plus carrée. Pour contraster encore plus avec la rondeur, ça va allonger le visage, et je trouvais que voilà, là on commençait à atteindre le design ultime de Spider-Man par Todd McFarlane. Un Spider-Man aussi, on voit aussi devenir plus musculeux au fur et à mesure, c'était une autre caractéristique. Voilà, là encore, le personnage de Picargue, personnage secondaire s'il en est, pas forcément hyper passionnant, je crois même juste qu'il est français, et c'est peut-être le seul truc pour lequel je m'en souviens un peu. Un ancrage là encore assez épais, encore une fois très différent, donc c'est vrai que j'avais pas ce souvenir là de cette variété d'ancrage, mais pour le coup ça saute aux yeux quand on relit les épisodes, je trouve. Et surtout après quand on regarde un petit peu du Spawn derrière, on voit que voilà, on est sur autre chose. Sur Spawn c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus maîtrisé. Là on a vraiment l'impression qu'il testait plein de choses différentes. Le petit travail sur la cape, encore une fois, cette posture encore une fois très bien trouvée, hein. Suffisamment bien cadré, donnant au personnage de Picargue, c'est presque un peu d'ailleurs le décalage, c'est qu'il a un côté hyper menaçant, très impressionnant, et finalement il est grillé en 2 secondes, il a une tête d'abruti un peu après. Bon, ça c'était un peu
les variations de rythme et de tonalité dans Spider-Man à l'époque, c'était parfois un petit peu étrange. Cette page-là, alors ces 2 pages-là, je les ai mises parce que elles sont pas forcément spectaculaires au niveau du dessin. Encore une fois, plein de petits détails et plein de petits traits sympatoches pour marquer la texture. On voit quelques briques et tout, donc c'est plutôt cool. Mais c'est juste que, en fait, il me semble que ces pages-là n'étaient pas dans l'épisode de Strange. Parce que j'ai l'impression que, si ma mémoire ne fait pas défaut, mais s'il y a nos grands experts de la Taverne de Lug ou d'autres qui ont lu ça et que vous avez ces épisodes, il me semble qu'en fait, on avait ça, on avait quelques cases, un petit montage de ces 2 pages-là. Et puis après, on arrivait très vite à ça. Mais j'avais absolument... Voilà, on arrivait très vite à cette scène où il avait fracassé le lion. Mais voilà, ça, je me souviens pas. C'est assez étrange. Alors, soit vraiment, ça m'a pas marqué. Mais quand même, à cette époque, je lisais chacun des Strange, je pense, une bonne 50aine de fois. Donc, je pense que je m'en serais souvenu. Voilà, c'était juste aussi pour montrer la différence d'ancrage. Et puis, ce rapport au décor aussi qui est... où McFarlane s'est toujours un peu trouvé l'angle et le cadrage pour éviter de faire un petit peu de décor. Ou aussi quelque chose dans l'appartement avec cette ambiance sombre. Et puis cette tendance aussi qui s'est beaucoup affirmée, hein, les lecteurs de Spider-Man de l'époque s'en souviennent, d'une Mary Jane finalement tout le temps dans une tenue un peu sexy, quoi. Il y avait une mise en valeur de Mary Jane qui était quasi permanente, avec, on va dire, avantage et inconvénient des qualités de McFarlane pour représenter le personnage, parce que, bah oui, il savait à peu près lui donner des poses sexy, des tenues sexy, un corps à peu près proportionné correctement, mais par contre, le visage, c'était un peu plus variable. Et c'était marrant parce que finalement, cette tendance, elle a été un peu gardée après par Erik Larsen, qui l'a poussé encore plus dans l'exagération. Mais pour le coup, ça donnait un petit côté cartoon un peu fun. Et puis, je terminerai en fait avec cette fin, voilà, très, très rapide, mais qui montre d'autres personnages qui commencent à émerger. Mais là, moi, je trouve qu'on commence à rentrer dans un découpage assez bordélique en fait. On comprend pas comment on va passer. Alors, ces périodes Inferno, on voit là, il y a un clin d'œil à des cases qui évoquent ce qui est en train de se passer à New York avec les démons. C'est une grande saga des X-Men où en fait des démons commencent à envahir notre monde et notamment New York. Donc là, une des tours se transforme, il y a des monstres qui apparaissent partout. Et donc cette histoire vient s'intégrer un petit peu là-dedans. Mais là, on est je trouve, dans une période presque on commence un peu à se lasser du style. C'est-à-dire que l'effet de nouveauté s'étiole un petit peu. Soit parce que, je vais pas dire qu'on a vu toutes les poses de Spider-Man possibles, mais j'ai l'impression en fait qu'on perd un petit peu ce qui était finalement voilà, ce petit côté c'est nouveau. On a envie de voir à chaque épisode comment il va dessiner les autres personnages. Je trouve que voilà, on pouvait avoir encore quelques... Alors attention, ça va sans doute spoiler ce qu'il y a dans l'album qui n'est pas dans celui de Panini, je pense. Enfin, en tout cas, qui n'est pas sorti en intégrale. Donc, quittez la vidéo si vous ne les avez pas vus. Mais voilà, on peut retrouver encore un travail intéressant sur des personnages. Et notamment, plus les personnages sont creepy ou monstrueux, plus ça marche. D'ailleurs, quand il a fait la série Spider-Man, tous ces épisodes avec le lézard, je trouvais, étaient vraiment intéressants. En tout cas, dans le design du lézard, etc. Morbius aussi, il y avait des trucs pas trop mal. Donc on voit vraiment que cette tendance des monstres, et c'est peut-être d'ailleurs à cette période-là où il a commencé à réaliser que peut-être il fallait qu'il aille sur ce type de série. Mais voilà, ça fonctionnait bien. Et puis voilà, je vais pas trop rentrer après sur les autres trucs parce que c'est des choses qui sont pas dans l'intégrale en question, mais on va continuer finalement à avoir finalement les grandes caractéristiques systématiques de McFarlane. C'est des poses iconiques, des personnages au look un petit peu étrange, de plus en plus caricaturaux. Typiquement ici, par exemple. Voilà, j'adorais cet épisode, je trouvais que le style du Scorpion était très intéressant, mais voilà, il avait un masque avec une bouche, je ne savais pas si le visage il était peint, enfin c'était très bizarre. Mais cette exagération permanente, en fait, je pense que c'était ça qui a fait que voilà, ça donnait un charme assez incroyable à McFarlane, qui a fait que, effectivement, quand Erik Larsen est arrivé après, et je crois que c'est effectivement ces épisodes-là où il arrive sur le titre, voilà, Erik Larsen ancré par
Hal Gordon, et ben en fait, il va reprendre des caractéristiques du style de McFarlane, mais très vite, on va commencer à voir ce qui l'en distingue, que ce soit en termes d'anatomie, que ce soit en termes de découpage aussi, de design des personnages. McFarlane fera quelques retours, et notamment avec... allez, je vais quand même le montrer. Ce Captain America là, qui était... que j'aimais beaucoup aussi le retrouver. Ah non, je l'ai pas là-dedans. Une magnifique cover de Captain America, mais peut-être que elle n'est pas reprise ici, ou alors que c'était que sur la version française. Ah bah non, elle est peut-être pas. Ouais, c'est bizarre. Peut-être un petit peu après. Et voilà, donc c'était toujours un peu ces caractéristiques-là qui s'affirmaient. Des personnages, une anatomie tout en volume, des personnages qui avaient cet aspect très caricatural, et finalement un dynamisme qui fonctionnait dans les scènes d'action, mais qui, pour moi, n'était pas porté par une mise en scène, un découpage adapté. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, des années après, je garde voilà, cette super couverture. Ça, je l'aimais bien, cette couverture. Sacré volume sur la musculature des Captain America. Voilà, et des années après, du coup, je garde cette relation un petit peu partagée. Je suis pas un grand fan de Spawn, j'avais lu les premiers épisodes, j'ai essayé, j'ai avancé, je crois, au moins une 50aine d'épisodes, et je m'en suis assez lassé, mais graphiquement, encore une fois, il y avait des propositions intéressantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça reste un artiste intéressant, ça reste un artiste qui a amené des choses intéressantes, notamment pour Spider-Man, et qui l'a défini indéniablement, ou en tout cas, il lui a donné des caractéristiques qui ont été beaucoup reprises et qui ont créé une iconographie autour de Spider-Man intéressante. En revanche, je pense qu'il a été moins important pour le personnage dans sa globalité, pour l'univers du personnage, dans sa représentation graphique. Je pense que c'est un storyteller efficace, à défaut d'être aussi innovant qu'on pourrait l'imaginer, ou en tout cas du fait de sa popularité, et qui, je trouve, n'arrivait pas forcément à avoir une proposition aussi dynamique que ce qu'on pourrait espérer. Un encreur intéressant aussi, même si je pense que c'est un encreur intéressant sur des gens comme lui, ou sur comme Greg Capullo par exemple, qui l'a ancré sur Spawn, où là pour le coup les styles se superposaient bien. Mais voilà, très difficile pour moi aujourd'hui de pouvoir dire. D'ailleurs, j'ai fait un article sur lescomics.fr que vous pouvez aller voir, qui s'appelle J'aime ou j'aime pas Todd McFarlane, où j'essaie de peser certains de ces arguments que je vous ai exposés ici, et puis d'autres, pour essayer de voir vraiment, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais vraiment dire que je suis un grand fan, et je me rends compte que j'aime certaines images, j'aime certaines idées, mais je ne peux pas dire que je suis à la recherche d'autres pages d'autres séries dessinées par McFarlane. Et je pense aussi que c'est un style qui a bien fonctionné à l'époque, et je serais curieux de savoir comment des jeunes lecteurs aujourd'hui, des nouveaux lecteurs de Spider-Man, qui ont peut-être découvert Spider-Man avec des titres et des séries plus récentes, avec d'autres artistes, appréhendent ou appréhenderaient aujourd'hui ces épisodes, et notamment ce style très caricatural dans la représentation des visages, qui n'est pas quelque chose qui a fait école en fait. Même Greg Capullo aujourd'hui, je trouve, sur Batman, a beaucoup évolué là-dessus. Il s'est éloigné un petit peu des aspects plus caricaturaux qu'avait son style au départ quand il était à l'école McFarlane, on va dire. Et donc voilà, aujourd'hui le style très caricatural ne fait pas forcément école dans le comics moderne. On est plutôt un retour à un style de beaux personnages. Soit vous êtes dans des styles variés, soit vous êtes dans une forme de nouveau classicisme dans l'anatomie, dans les visages et tout. McFarlane, c'est un peu une anomalie à l'époque, c'est une nouveauté dans une époque, je pense, qui avait envie de briser les codes et apporter quelque chose de totalement différent que ce qu'ils appelaient le comics à papa, par exemple, comme pouvait être Byrne, Bushman, etc. Donc peut-être parce que cette proposition était innovante visuellement, elle a remporté l'adhésion, en tout cas elle a marqué les esprits, mais artistiquement, graphiquement, au regard de 20, 30 ans, 40 ans d'histoire de comics, est-ce qu'on peut se dire que c'est un style graphique qui aura été au-delà de la représentation iconique de Spider-Man? Est-ce qu'on pourra dire que c'est un style graphique
qui aura créé une école, qui aura créé un style. Jim Lee, pour le coup, l'a fait, je pense. McFarlane, je ne pense pas. Mais je pense aussi que c'est assez logique. Il y a quand même beaucoup de choses qui étaient compliquées et qui rendent la relecture, je trouve, un peu compliquée. Voilà, soit des têtes comme ça, des postures, cette tendance à toujours mettre Mary Jane dans des postures de pin-up en fait, de pin-up de salon et un peu bizarre. Mais voilà, ça reste intéressant. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes des fans absolus, soit de l'époque ou alors des nouveaux fans en fait de McFarlane, ça m'intéresse. Aussi, si vous avez été lecteur de Spawn, est-ce que vous avez l'impression que McFarlane c'est un artiste qui a progressé vraiment et que finalement Spider-Man c'est pas son meilleur boulot, enfin Amazing Spider-Man et après Spider-Man c'est pas son meilleur boulot. Est-ce que vous préférez ce qu'il a fait sur Spawn? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse et que vous aimiez ou n'aimiez pas, dites-moi les raisons pour que je continue finalement à continuer à balancer un peu tous les arguments et pour voir s'il y a des choses à côté desquelles je suis passé et qui finalement apportent et rendent à son style encore plus intéressant, ou si encore vous avez des choses que vous vraiment détestez et pourquoi vous le détestez, ça m'intéresse aussi. Voilà, une vidéo qui, comme d'habitude, n'a pas été courte, n'a pas été synthétique, mais je crois que je n'y arriverai jamais. Merci encore pour votre fidélité, merci pour le soutien à cette chaîne et tous les likes et les commentaires. C'est vraiment très intéressant de voir à chaque fois ce qui vous a capté. J'ai noté un petit peu les différentes demandes de sujets de vidéo. Donc notamment Firepower, vous inquiétez pas, ça je vais en parler parce que je suis un grand fan de Chris Samnee. Et puis aussi je termine avec un grand merci à Comics Code qui dans sa vidéo sur Savage Dragon m'a parlé de ma chaîne vraiment en des termes dithyrambiques, ça m'a fait énormément de plaisir et puis du coup fait que j'ai plein de nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne. Donc merci beaucoup, merci à lui. Et puis allez voir sa chaîne parce que franchement c'est une grande érudition sur les comics, c'est hyper passionnant. Il y a vraiment un vrai travail sur l'histoire des comics, sur la façon dont ça se met en place. Ces vidéos sur le run de David Michelini et sur Iron Man avec Bob Layton, etc. C'est vraiment intéressant, j'ai appris plein de trucs et pourtant je suis aussi un vieux lecteur et il y avait plein de trucs super intéressants, donc allez jeter un œil à ces vidéos. Et en plus lui, il sait être à la fois concis, synthétique, tenir un délai correct de vidéo et vous passer plein d'infos, donc allez jeter un œil, c'est une très bonne chaîne, récente mais qui vraiment fonctionne du feu de Dieu. Donc merci encore à lui. Et je vous donne rendez-vous pour une vidéo qui sera sans doute pas courte encore une fois, prochainement sur... j'ai pas encore trouvé le sujet, je vais essayer de peut-être passer un peu de DC parce que je fais beaucoup de Marvel en ce moment. Passer un peu de DC, passer un peu d'indé. J'ai lu quelques trucs intéressants, il faut que je vois si j'ai de la matière pour vous faire des analyses un petit peu plus approfondies. Voilà, mais merci encore de vos fidélités et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.